Bienvenue dans Deep Dive. Ce soir, un sujet lourd, glaçant même, qui ressemble à un scénario de thriller géopolitique, mais qui est pourtant bien réel. Une enquête exclusive, basée sur des documents confidentiels, révèle comment la Côte d'Ivoire, et en particulier Abidjan, a cessé d'être un simple couloir de transit pour devenir une véritable centrale de blanchiment et de financement du terrorisme. Oui, Christophe, on parle ici d'un nexus, d'une convergence entre le grand banditisme du narcotrafic sud-américain et l'infrastructure économique d'une diaspora très puissante, la communauté libanaise. Et au bout de la chaîne, une organisation désignée comme terroriste par de nombreux pays, le Hezbollah. Commençons par le constat global. J'édite, cet article parle d'une plateforme systémique, C'est-à-dire que ce n'est plus ponctuel, c'est institutionnalisé. Le pays n'est plus une simple étape logistique où une cargaison passe vite fait. Il est devenu le lieu où l'argent sale est traité, blanchi, transformé en actifs propres avant d'être exporté vers le Liban. Abidjan est décrite comme une chambre de compensation financière criminelle. et cette transformation, elle s'explique par un contexte régional particulier. Absolument. Il y a ce qu'on appelle un effet ballon, pression sécuritaire sur les routes traditionnelles du Sahel et de la Guinée-Bissau et reconfiguration des alliances et des conflits dans la région. Résultat, les trafiquants cherchent des ports stables avec de bonnes infrastructures. Et ils trouvent le port d'Abidjan, l'aéroport international, des circuits financiers développés. C'est le cocktail parfait. Parlons justement de cet écosystème financier. Il s'appuie sur la diaspora libanaise, un pilier de l'économie ivoirienne. Une communauté de 80 000 à 100 000 personnes qui contrôle environ la moitié du secteur industriel et commercial formel. L'import-export, la grande distribution, l'immobilier de luxe, c'est une puissance économique incontestable. La grande majorité sont des entrepreneurs légitimes, mais l'article identifie une fraction, structurée en clans, qui opère dans une zone grise. Et c'est là qu'intervient le Hezbollah. Exactement. Son influence au sein d'une partie de cette diaspora est significative et elle est facilitée par des structures religieuses et sociales très ancrées. On parle de la collecte du Khums, l'impôt religieux chiite, des contributions volontaires, des associations charitables. Ce réseau est utilisé comme un conduit. Un conduit Pour mélanger les fonds. C'est là le génie diabolique du système. L'argent du trafic de cocaïne ou de faux médicaments est injecté dans ces structures de collecte légitimes. Ils se mélangent aux dons authentiques et aux liquidités des entreprises légales. Comment tracer un don qui vient d'une pharmacie contrôlée par la communauté, mais qui est en réalité l'argent de la drogue? C'est d'une complexité extrême pour les enquêteurs. L'article détaille deux trafics en particulier, la cocaïne, classique, et un qui monte en puissance, celui des médicaments falsifiés. Oui, la cocaïne reste la reine, avec des connexions directes avec l'Amérique du Sud. L'affaire Devesa, cet ancien policier espagnol condamné à Abidjan en 2024, montre à quel point les réseaux sont internationaux. Mais le vrai sujet émergent, c'est le narcotrafic pharmaceutique. Plus de 40 tonnes de produits illicites saisis récemment. On falsifié des médicaments contre le cancer, comme Librance. Le rapport profit-risque serait même supérieur à celui de la cocaïne. Et le blanchiment est facilité. On écoule ces faux médicaments dans des pharmacies légales, l'argent sale entre directement dans le circuit de la santé. Une fois cet argent collecté, il faut le blanchir, le transformer. L'article met en lumière un réseau en particulier, celui de Nazem Saïd Ahmad. Un nom clé, désigné terroriste mondial par les États-Unis. Son empire à Abidjan repose sur 3 piliers, l'art, les diamants et l'immobilier. Prenons l'exemple de l'art, d'une sophistication remarquable. Sa galerie, la galerie Dida, à Abidjan, travaille de concert avec une galerie sœur à Beyrouth, Artual. Explique-nous le mécanisme. C'est un processus en 4 étapes. Premièrement, le placement. Tu achètes une œuvre d'art avec de l'argent sale. Deuxièmement, la stratification. Tu transfères cette œuvre entre tes galeries à Abidjan et Beyrouth en manipulant les prix à la hausse, créant du mouvement fictif. Troisièmement, l'intégration. Tu revends l'œuvre à un acheteur légitime, souvent à l'étranger. La facture justifie un virement bancaire international propre. Enfin, l'évasion des sanctions. Tu as déplacé de la valeur d'un pays sous sanction vers un autre sans passer par le système bancaire, via un tableau qui a traversé les frontières dans un simple tube. Et l'immobilier ? Plus simple, mais tout aussi efficace. La société United Investment Group SAL, dirigée par un proche d'Ahmad, construit des tours de luxe à Marcory, le quartier surnommé Petit Beyrouth.
Les capitaux initiaux sont douteux, mais une fois les appartements vendus ou loués, ils génèrent des revenus locatifs parfaitement légaux. C'est un recyclage à grande échelle. Bien. Au-delà de ce réseau précis, il existe des mécanismes plus industriels de blanchiment par le commerce. Le TBML, Trade Based Money Laundering, un classique mais terriblement efficace. Par exemple, le circuit des voitures d'occasion. L'argent de la drogue vendue en Europe sert à acheter des milliers de vieilles voitures. Elles sont expédiées à Abidjan ou Cotonou, vendues contre du cash CFA. Ce cash est donné à des bureaux d'échange liés au Hezbollah qui, via le système informel de Hawala, crédite instantanément un compte au Liban. Aucune trace bancaire. Et ils utilisent aussi les produits du pays, comme le cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. C'est une couverture idéale. Des traders achètent la récolte en cash aux paysans. À l'export, ils déclarent une valeur bien supérieure ou inférieure à la réalité. Ça justifie des transferts d'argent énormes et incohérents entre filiales. Ils peuvent aussi tout simplement frauder les déclarations douanières, comme ces 2000 tonnes de cacao déclarées comme du caoutchouc. Face à cela, les contrôles semblent dépassés. L'article sévère, il pointe la faille majeure des procédures VIP à l'aéroport, où des valises de cash ou de drogue passent sans inspection grâce à des complicités. Il dénonce aussi l'influence politique de certains acteurs économiques qui entravent les enquêtes, et la conformité de façade des banques qui ont peur de perdre ses gros clients. La conclusion est sans appel. Oui, le financement d'une partie des entreprises libanaises par le trafic n'est pas marginal, c'est structurel au financement du Hezbollah. Et les recommandations de l'article sont claires. Cibler l'immobilier et l'art de luxe, réformer de fond en comble l'aéroport, auditer la filière pharmaceutique et exercer une pression financière extrême sous peine de couper les banques ivoiriennes du système dollar. Une enquête glaçante qui montre l'incroyable sophistication de la criminalité moderne. Merci Judith. C'était Deep Dive. À très bientôt.